20 octobre 1916, 22 heures. Mon plan est presque prêt maintenant et je dois me hâter de terminer mon récit avant que quiconque ne se doute de mes actions futures ou ne tente de m'en dissuader. Je suis convaincu de mon fait, et bien que je risque d'échouer dans ma tentative, je dois faire cela pour ne pas mourir de chagrin, en proie à la folie la plus violente. Lorsque demain soir viendra frapper à ma porte la personne venant m'annoncer le décès de mon père, dont je fis le deuil il y a 11 années de cela et que je ne pourrais supporter de revivre, je serai déjà loin, dans un autre lieu et un autre temps. Éléonore devint mon épouse le 30 novembre 1915. Bien que réticente à notre union si rapide, ma famille finit par l'accepter entièrement, surtout lorsqu'ils constatèrent les effets bienfaiteurs que sa simple présence avait sur moi. Mon comportement taciturne se modifia du tout au tout. Je renouai contact avec mes anciens compagnons d'enfance et ne fréquentais plus les membres des cercles occultes que rarement. Et malgré mes ennuyeux maux de tête, quelques mois plus tard, je fus diplômé de l'université de Brantford. Mon père décéda le 21 octobre 1916 à 17h45 d'une crise cardiaque. Cela fut aussi brusque que terrifiant. Ma mère, en apprenant la nouvelle, multiplia les crises d'hystérie, dont seules les femmes en connaissent les tourments, et commença à perdre la raison. Mon épouse et moi-même revinrent donc vivre dans la grande demeure désormais froide des Lidl, où j'avais vu le jour et où je finirais par perdre le sens du temps. Nous prîmes soin d'elle, de notre mieux. Éléonore me soutint d'une manière merveilleuse durant cette sombre époque de ma vie, faisant montre d'une douceur, d'une patience et d'une compréhension que je ne lui soupçonnais même pas posséder. Elle fut mon seul soutien lorsque, le 13 décembre 1916, ma mère succomba de chagrin. Mes parents fraîchement retrouvés, nos liens ayant eu à peine le temps de se ressouder, venaient de me tourner le dos à jamais. Le sentiment d'abandon fut si fort, bien que déraisonnable, que mes migraines redoublèrent d'intensité. Je passai de longues heures dans le bureau de feu mon père, désormais le mien, à observer le néant, bercé par le métronome de la pendule d'argent du vestibule. Alors qu'au fond, tout au fond de moi, une étrange sensation dérangeante que quelque chose dénotait commençait à prendre forme. Une chose indescriptible et rampante, tapie au fond de mon esprit, ne cessait de ramener mon regard en direction du décorum, de la lampe à huile juchée sur le bureau et que mon père utilisait lors de ses nombreuses correspondances, qu'il rédigeait avec soin, l'occupant jusque tard dans la nuit. Plus j'essayais de comprendre ce qui me troublait, plus une angoisse indescriptible prenait possession de moi. Dans ces moments-là, je fuyais le bureau de mon père et retrouvais ma douce Éléonore et, au creux de ses bras, finissais par retrouver une sérénité égalable à celle que seule une mère sait prodiguer à son enfant. Durant les semaines suivantes, je passais de moins en moins de temps dans le bureau et suivais les conseils du docteur Carter, occupant le plus clair de mes jours hors des murs de la demeure. Et la vie étant ce qu'elle est, je finis par accepter la mort de mes parents, mon sort d'orphelin étant, certes, en grande partie atténué par la présence de ma compagne. En février 1917, j'obtins une petite victoire. Ayant soumis quelques-uns de mes écrits issus de mes études à différentes revues, je fus publié et mon nom reconnu, ce qui me permit, dans les mois suivants, d'obtenir un poste de professeur assistant à l'université de Brantford. Malgré ma renommée récente, je me savais pourtant encore loin d'égaler mes confrères sur le sujet de l'anthropologie, n'ayant jamais quitté la Nouvelle-Angleterre et encore moins Brandhaven. Ainsi, auréolé d'une gloire professionnelle et personnelle dont je n'aurais jamais osé rêver, je ne me sentais plus aussi engoncé dans mon existence que j'avais pu l'être à une certaine époque de ma vie. Pourtant, dès que l'occasion s'offrit à nous, aux alentours de mars 1919, Éléonore et moi quittions Brandhaven sans un seul regard en arrière. Évidemment, et contrairement à ce que j'avais pu m'imaginer, la perte de tous mes repères que j'avais eu l'audace de considérer comme austères et désuets fut une épreuve à part entière. Les premiers mois furent difficiles. Non que leurs évocations fissent naître sous mon cuir chevelu un déluge d'amertume, mais je dois malgré tout en convenir. Brandhaven et son cocon protecteur me manquaient.
Ses rues familières et tant de fois parcourues, son parc sous couvert des feuillages de vieux chênes centenaires dans lequel je me rendais dans l'après-midi pour juste prendre le temps de réfléchir et d'organiser mes idées, son port majestueux où l'embrun de la mer me faisait tourbillonner les sens et retrouver la candeur de mes jeunes années. Pourtant, et bien que ma volonté faillit à plusieurs reprises m'abandonner, il me suffisait de tourner la tête en direction du siège conducteur ou de relever mes yeux de mes notes pour que le sourire de ma Cléopâtre incarnée finisse de me revigorer. Nous voyageâmes tout d'abord en automobile, celle-là même qui avait failli mettre fin à mes jours et me permettait, dans cet aujourd'hui d'alors, de tirer un trait imaginaire sur mon passé. Nous longèrent les côtes de la Nouvelle-Angleterre, puis nous embarquâmes dans une croisière en direction de l'Égypte antique, et ce que je découvrais m'émerveillait. Il existe une différence notable entre ce que nous croyons savoir sur le monde et ce que nous en voyons. Malheureusement, cela ne nous est jamais enseigné durant notre enfance. Sinon, j'imagine que les esprits hasardeux seraient alors légion et qu'il deviendrait impossible à la société de les contrôler. Imaginez, des hordes de jeunes gens avides de parcourir ce monde gigantesque qui nous tend les bras et dont au-dessus tellement de mystères planent encore, assoiffés d'en arpenter le moindre sillon en quête non pas d'apaisement, mais juste d'apprentissage initiatique. Je digresse. De cela, j'en ai parfaitement conscience, mais par là, je tente en réalité de vous faire capter l'aventure dépaysante que fut notre voyage, de la portée presque cosmique, voire divine, qu'il ait pu avoir sur ma propre personne. En m'éloignant de mon foyer durant 5 années, durant lesquelles je me retrouvais en des lieux dont la langue même m'apparaissait comme écrasante de contraste et de complexité, je devins véritablement un homme. Je mûris comme seul sait le faire le vin, prenant de l'âge, en me cultivant de choses dont les éberlués du cercle occulte n'auraient même jamais la chance d'effleurer l'essence au sein de leurs manuscrits putrides. C'est durant nos voyages que je me rendis compte de ce que je pris d'abord pour de l'ambidexterie. Je ne sais pas pourquoi cela ne m'avait pas frappé plus tôt, mais ma main gauche était soudainement devenue aussi habile que la droite. Quant à cette dernière, elle était devenue aussi maladroite que la première avait pu l'être durant la première partie de ma vie. Ébahi, je relisais mes dernières notes et, les comparant à d'autres plus anciennes, constatais que mon écriture ne différenciait pas de celle que je m'étais toujours connue. Mes migraines, durant cette période de découverte d'un changement aussi profond de mon être, prirent une intensité nouvelle. Et lorsque je me confiais à Éléonore de ce changement et du trouble que cela faisait naître en moi, elle me rassurait, en me disant que cela était probablement dû à l'accident. Au bout de quelques semaines, je finis par accepter son explication comme étant la plus logique. Les récits d'hommes ou de femmes ayant subi un quelconque changement similaire suite à un choc physique ou émotionnel ne manquaient pas. Mes douleurs lancinantes, logées au-dessus de mon sourcil gauche, finirent par s'estomper à leur tour et nous reprîmes nos voyages. En avril 1924, nous revinrent à Bredaven, mes nombreuses notes remplissant à l'absurde les 16 sacoches que nous firent porter jusqu'à la demeure familiale, maintenant désertée, qui, patiemment, avait attendu notre retour. Nous comptions nous installer définitivement dans la maison de mes aïeux. En effet, je ne voyais pas d'endroit plus magnifique pour accueillir l'heureux événement. Éléonore était enceinte. Son ventre s'était arrondi au fil des mois, et nous avions pris la décision conjointe que notre enfant verrait le jour dans la ville même où nous nous étions rencontrés. Au comble de la joie, j'avais prévenu mes amis par télégramme de notre retour et les avais chargés d'engager du personnel pour faire préparer la maison. Nous fûmes accueillis à la gare par un chauffeur mandaté pour l'occasion, et lorsque nous parcoururent la dizaine de kilomètres jusqu'à Bredaven, une vague de souvenirs menaça de me submerger. Devant mes yeux défilait un paysage inchangé depuis notre départ, et l'impression d'être de retour en mon véritable foyer fit naître un vague sanglot au sein de mon être, que je dissimulais en un raclement de gorge pour ne point inquiéter mon épouse. Je me demandais quel avait bien pu être ce désir fou de quitter à ce point Bredaven et ses faubourgs. Je mis cela sur l'inconscience de la jeunesse. L'émotion atteint son pic lorsque, une fois le véhicule immobilisé devant la maison, nous pénétrâmes dans le vestibule. Des domestiques nous attendaient et prirent soin de nos bagages, tandis que notre majordome me présentait ses respects. Je l'écoutais à peine et le remerciais du bout des lèvres, tandis qu'une femme de chambre, rondelette et trapue, menait Éléonore, épuisée par le voyage, jusqu'à notre chambre à coucher. Rien n'avait changé, que ce soit dans la ville même ou dans la demeure des Lidl. Et cela me fit un effet bizarre, bien qu'agréable, de retrouver ces lieux familiers. Un entre-deux doux amer, alors que je parcourais chaque pièce, habité par une excitation toute neuve de redécouvrir des fragments de la vie que j'avais passés entre ces murs anciens.
Arrivé devant la porte fermée de l'ancien bureau de mon père, je me stoppai, saisi par une peur irréelle et soudaine que derrière cette maigre séparation en bois se trouverait quelque odieuse vérité dévastatrice qu'il me faudrait ignorer, une chose ayant la forme d'une auguste lampe à huile dérangeante, sans que je sache pourquoi ni comment. Je ne saurais dire combien de temps il me fallut pour puiser en moi suffisamment de courage pour abaisser la poignée de bronze glacée que ma main agrippait en tremblant, presque comme un enfant, ni même si cela fut suffisant. Quoi qu'il en fût à cet instant, la porte s'ouvrit en grinçant et je poussai un véritable souffle de soulagement. La lampe à huile ne se trouvait plus sur le bureau. À sa place se trouvait un modèle plus récent, alimenté à l'électricité. Je tournai sur moi-même en observant la pièce, émettant l'hypothèse la plus probable que lors de notre absence, cette maudite lampe ait dû rendre l'âme et fut remplacée. Pris d'une euphorie salvatrice, je m'empressai de rejoindre mon Éléonore à l'étage, et mon cœur manqua un battement lorsque je découvris ce qui se trouvait sur la table basse, tout à côté du lit dans lequel était installée mon épouse. Elle était là, malsaine et terrifiante, projetant une lumière diffuse et absurde au-dessus de notre couche. Instantanément, une migraine d'une ampleur que je n'avais jamais ressentie me terrassa, et je m'écroulai au sol, m'empoignant le crâne de peur qu'il n'explose alors que mon monde s'obscurcissait en tournoyant lentement. Lorsque je revins à moi, je découvris Éléonore, penchée au-dessus de ma misérable personne, m'épongeant le front. Je frissonnais d'une sueur glacée alors que tout mon corps me brûlait. Je me trouvais sur le lit où elle-même était installée, je ne saurais dire combien de temps auparavant. Au plafond, dansait la lueur déviante de la lampe à huile dont je ne m'expliquais toujours pas la terreur qu'elle provoquait en moi. Saisissant la main d'Éléonore, je la priai, la suppliai de faire venir nos gens, et une voix me répondit qu'ils étaient déjà présents. Je baissai mon regard en direction de mes pieds et découvris notre majordome qui m'observait d'un air soucieux. N'osant pas regarder sur ma droite, j'entrai dans une rage folle en désignant l'objet de mes craintes et de mon mal-être, exigeant qu'il soit sur le champ déplacé de cette pièce, que cette odieuse lampe malfaisante soit mise hors de ma demeure sur l'instant. Mes ordres furent exécutés prestement, l'on me présenta 1000 excuses et une fois cette chose de malheur mise hors de ma vie, j'expliquai à Éléonore la raison de mon emportement soudain. Elle m'écouta et me demanda à plusieurs reprises si je ne voulais tout de même pas voir un médecin. Elle pouvait faire mandater le docteur Carter, car ma perte de conscience et de contenance l'effrayait au plus haut point. Je fis de mon mieux pour la rassurer, et lui jurai que désormais tout irait pour le mieux. Pourtant, je finis par accepter de voir le docteur Carter, qui se présenta à notre domicile le lendemain matin. Il m'examina et déclara que nos voyages avaient dû m'affecter. M'épuiser, selon ses propres termes, et je lui donnai raison. Il conseilla du repos et quantité de verveine que je consommais sans plaisir mais avec régularité, uniquement dans le seul but d'apaiser la mère de mon futur fils. Daniel Stephen Liddell vit le jour le 18 juillet 1923. Dès sa naissance, il fut un véritable enchantement et une source inépuisable de bonheur pour nous deux. Nous nous émerveillèrent de le voir apprendre à marcher sans assistance, balbutier ses premiers mots pour, dès l'âge de 3 ans, réciter de petites comptines que nous lui chantions le soir. Si ma vie privée était un véritable prodige, ma vie professionnelle aussi fut changée. J'obtins le poste de professeur principal d'anthropologie à l'université de Brantford et mes nombreux récits de voyage me valurent de prestigieuses publications, ainsi que la reconnaissance de mes confrères, dont je n'étais plus l'égal, mais, selon certains, le maître. Les années défilèrent à une allure folle. Je chéris chacune d'entre elles avec un chagrin vertigineux. Je n'étais alors plus un simple observateur du monde, mais l'un de ses acteurs les plus actifs. L'on venait me rendre visite depuis les 4 coins du monde et l'on me présentait régulièrement de nouveaux sujets d'études passionnants. Mon nom se retrouvait associé à diverses découvertes. Mon épouse et mon fils m'étaient plus précieux que n'importe quoi et me rendaient l'amour que je leur prodiguais. Comblé comme je ne l'avais jamais été auparavant, je savourais chaque jour du chef-d'œuvre qu'était devenu mon existence. Mes inquiétudes s'étaient dissipées. Je n'eus plus d'absence ou de migraine jusqu'à ce jour maudit d'automne 1928, où ma vie se désintégra au détour d'une simple balade nocturne, où je me rendis devant une tombe oubliée depuis bien longtemps.